continuité. C'est une continuité. Ah oui, 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 bien évidemment. Depuis que l'on a la possibilité de se faire, je sais pas, des implants dentaires, la contraception, enfin tout ça, c'est une continuité. C'est une suite logique, notamment au niveau de la médecine. Je pense que toutes les recherches qui ont été faites et toutes les améliorations qui ont été faites permettent à l'homme quand même de pouvoir être réparé. Quand on voit par exemple des pas suite à des accidents, des gens qui perdent un bras, qui perdent une main, on arrive maintenant avec les nouvelles technologies à avoir des bras articulés qui sont presque, on va dire entre guillemets humains. Et donc ça fait partie du progrès, ça fait partie du progrès de la médecine. Il y a une continuité qui est évidente, voilà, qui est aussi basée sur une idée très européenne de progrès. C'est-à-dire que ça, c'est très important. Ça dépend de quelle civilisation on parle. Puisque nous, globalement, on est bâti sur le modèle du siècle des Lumières. Et le siècle des Lumières, c'est que plus on va avancer, plus on va progresser. L'idée de progrès, elle n'existe pas avant. C'est-à-dire que dans certaines civilisations, le temps, c'est une surface plane. Il n'y a pas d'amélioration à attendre de l'écoulement du temps. C'est ce qui s'est passé lorsque les Européens sont arrivés dans certaines civilisations où ils disaient ils sont en retard, ils comprennent pas ce que c'est qu'un horaire, c'est normal, ça n'existe pas. Quand l'expédition Ville-Gagnon a débarqué sur les côtes du Brésil, ils ont trouvé que les Indiens Tupinamba étaient des voleurs. Non, c'est juste que la propriété privée n'existe pas dans leur cerveau. Donc il n'y a pas de mot pour désigner la possession, et donc il n'y a pas de mot pour désigner le vol. Ce qui fait que la continuité, c'est l'idée que demain est un progrès par rapport à hier. On sait qu'aujourd'hui, en prenant l'ADN d'un être humain, on peut voir dès le départ les maladies qu'il peut avoir dans sa vie. Si on peut éviter, par exemple, en enlevant une partie du génome, enfin c'est dans le génome ou l'ADN, j'ai un doute. Enfin bref, soit sur l'ADN, soit sur le génome. Si on pouvait remarquer, par exemple, en prenant ça, que telle personne pourrait avoir telle maladie dans sa vie, et si on pouvait l'enlever cette maladie-là, ça permettrait quand même à la personne de pouvoir vivre sans avoir de rencontrer ces soucis de santé. Tout le monde a dans la tête l'image du pirate qui a une jambe en bois. Hein. Donc le pauvre gars a perdu sa guibole dans un abordage. Alors on la lui a enlevé au tourniquet. Je sais pas si certains peuvent imaginer ce que ça représente. Le tourniquet, c'était une ficelle qu'on enroulait et qu'on serrait avec un bout de bois jusqu'à écraser toutes les veines, les nerfs et qu'on sort. Et après, la scie, on enlevait l'os, on coupait ce qui dépasse, quoi. Une fois que c'était cautérisé, tout ça, que c'était cicatrisé pendant des semaines, des mois de fièvre et qu'on sort, le gars, il se taillait un bout de bois, il prenait un bout de bois, il le taillait et puis il se fixait ça à la jambe, voilà. Et donc, franchement, je veux dire, il serait bête de ne pas l'avoir fait. Quand aujourd'hui, Carmat remplace le cœur par son cœur artificiel, il y a un patient, pour le moment, c'est un seul, c'est unique au monde, mais il y en a eu un quand même où ça a été le cas, qui a reçu un cœur Carmat, qui a vécu des mois avec, puis finalement, on a pu lui greffer un vrai cœur. Et donc, on lui a sauvé la vie à ce gars. Est-ce que c'est aberrant de penser qu'on a fait de ce type un cyborg? Parce que c'est ça, celui qui a un cœur Carmat, c'est un cyborg. On lui a enlevé le cœur et on en a mis un entièrement électromécanique. Donc c'est un cyborg. Ça veut dire que c'est un individu, une entité biologique qui a rencontré l'entité mécanique. La frontière s'est floutée entre l'homme et la machine. Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Alors il aurait fallu lui refuser ce cœur pour qu'il en meure. Je veux dire, ça aurait été absurde. Donc, si on parle d'augmentation par exaltation, c'est une chose. Si on parle d'augmentation dans le but de préserver la vie, c'en est quand même une autre. Et franchement, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui se le serait vu refuser, je crois. Qui l'aurait refusé, pardon. C'est à mon avis. Hein. C'est-à-dire que finalement, à un moment, on va vous poser la question, quoi. Dire, voilà, nous, on peut faire ça, c'est possible. Voilà, vous, monsieur Lizard, vous êtes malade, il vous manque un gène, moi, il me manque un gène. Je ne produis pas de collagène. Donc, comme je ne produis pas de collagène, je vous fais la version courte, mais en fait, il y a les os d'un côté, la peau, les muscles de l'autre. C'est solidarisé par le collagène. Moi, j'en ai pas. Donc, en fait, je tiens par compensation. Voilà, on peut corriger ça génétiquement. Et vous, alors? Bon, écoutez, moi, il est un peu tard. Non, je n'ai pas envie. Je serais étonné de répondre ça. Hein. Mais la question du choix, elle va devenir centrale. Elle va devenir centrale. Je pense qu'on pose d'ailleurs très très mal la question transhumaniste en général.
Alors c'est vrai qu'en faisant ces recherches-là, on va aussi permettre aux gens de vivre un peu plus longtemps. Ça, c'est vrai. Alors après, ça va poser des problèmes sur l'organisation de la société, sur la surpopulation. Mais est-ce qu'à un moment donné, on s'aperçoit quand même dans certains pays les plus développés économiquement et tout ça, c'est les pays qui font le moins d'enfants. Là où on fait le plus d'enfants aujourd'hui, ce sont dans les pays sous-développés, enfin pauvres. Donc, est-ce qu'à un moment donné, si on leur permet aussi d'atteindre une certaine richesse grâce à cette nouvelle technologie, est-ce que ça ne va pas permettre aussi de réduire le nombre de naissances dans ces pays-là? Non, bien sûr, c'est une continuité, mais qui suppose une technologie qui va supposer, je pense, une collecte de données et donc supposer qu'on donne son consentement ou pas. En tout cas, j'aimerais qu'on ne zappe pas cette étape. On est en train de dire, en fait, on va injecter des puces RFID dans le corps humain pour collecter des informations. C'est-à-dire pour, par exemple, en fait, tu vas avoir une puce dans ta main et en fait, ça va permettre de faire ta carte vitale, ton passeport, ta carte d'identité, ta carte bancaire. Enfin, voilà, toutes les informations vont être stockées dans cette puce-là. Ou voilà, pareil, les nanorobots qu'on va injecter dans le corps humain pour pouvoir en fait faire des diagnostics en fait et un suivi en temps réel des organes, seulement de ta santé. Au lieu d'aller chez le médecin, en fait, tu peux très bien avoir une application mobile connectée à ce système de nanorobots qui te dit en fait, écoutez, là, vous avez trop de cholestérol, vous avez trop de ceci, vous avez trop de cela. C'est-à-dire qu'en fait, on n'aura plus besoin d'un médecin qui aura, on va dire, tout pouvoir de décider ou non si vous êtes en bonne santé ou pas. Mais ouais, ça sera vous, avec votre propre téléphone, vous saurez en fait si vous êtes malade ou pas, si vous pouvez en fait dans 10 ans avoir telle ou telle maladie. C'est un peu ce que prône le mouvement transhumaniste, cet accès notamment à la santé, meilleure vie, tout ça, c'est des bonnes choses. Maintenant, il y a l'envers du décor. C'est à partir du moment où tu as des nanorobots dans ton corps qui savent si tu es en bonne santé ou pas, qui peuvent déterminer en fait quel risque tu as d'être malade ou pas. On peut très bien te refuser l'accès à certains services parce que on décrète que tel service en fait, si tu veux y accéder, il faut que tu puisses avoir une certaine santé. On te dit écoute, non, toi tu peux pas parce que tu n'as pas la santé requise. On t'interdit l'accès aux aéroports. Ou carrément, on peut imaginer qu'on oblige les gens à suivre des traitements. C'est-à-dire, en fait, toi, tu dis, non, moi, je veux pas, moi, dans ma religion, dans ma philosophie, dans ma façon de vivre, je refuse de prendre des médicaments. Le truc t'obligerait carrément à prendre tes médicaments. Tu perdrais cette possibilité-là de décider. Donc, le sujet du transhumanisme m'a toujours intéressée. Ça fait plus de 20 ans que je m'intéresse à améliorer ma qualité de vie. C'est pas pour autant que je ne trouve pas que je sois si indispensable. Comment dire, là on nous demande de protéger notre vie, mais bon, laissez-moi le libre arbitre de décider si ma vie est si importante que ça. Moi, c'est le collectif qui m'intéresse, c'est la réflexion qu'il y a derrière qui est intéressante. Voilà, c'est un prétexte de dire qu'on veut sauver la vie de tout le monde. C'est du pipeau, ça. Et j'ai envie d'avoir ce libre arbitre, quelle que soit la situation. Donc pour moi, le transhumanisme, c'est améliorer sa qualité de vie, ses échanges. Et après, j'en fais ce que je veux. Et sans aller dans cet extrême-là, il y a aussi tout simplement l'histoire de la collecte de données. Il ne faut pas se leurrer quand on parle d'intelligence artificielle, quand on parle de tout ça. Il y a collecte de données, c'est-à-dire en fait, on va collecter tes données, mais qui va les traiter ces données-là? Qui va y avoir accès? Et comment on va garantir, on va dire, si on veut, garantir que ces données-là seront confidentielles? Aujourd'hui, tu vas voir ton médecin, c'est dans un bureau, c'est fermé. Si demain, en fait, absolument tout est stocké sur des serveurs, déjà, à qui va appartenir ces serveurs-là? Déjà, ils vont appartenir à Google, à Facebook, Amazon, Microsoft, Apple. Bon, est-ce qu'on a vraiment envie de donner personnelles à ces gens-là? Alors tout ça, ça va être des sujets qui vont se nouer les uns aux autres, mais je pense que tout ça, ça va se faire sur de nombreuses années. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser faire ça, il faut pouvoir le contrôler. Il faut pouvoir le contrôler et y participer. Il est vrai que ça risque d'être réservé à une certaine élite. Mais au départ, tout ce que l'on fabrique, ça appartient à une certaine élite au départ. Et après, ça se démocratise. Il y a une rupture dans la mesure où on est au-delà de la médecine.
quand effectivement on cite comme argument que le vaccin est une forme de transhumanisme, que les lunettes, les prothèses sont une forme de transhumanisme, c'est un biais cognitif, on frise la malhonnêteté dans la mesure où tous ces procédés sont au service du soin, sont au service du maintien de la santé ou du rétablissement de la santé. En France, je ne parle que de la France, je ne connais que la France. En France, la médecine répond à un principe premier, qui est primum non nocere, donc en premier lieu ne pas nuire. Ce qui veut dire que la médecine, elle est vraiment au service du plus grand nombre et répond à une agression pathologique, soit une maladie, soit un handicap, soit un accident qui ont dégradé la santé de l'individu. Ce que se propose de faire, et c'est ce que fait très bien le vaccin, c'est ce que fait très bien les lunettes, c'est ce que fait très bien les prothèses auditives, externes ou intracochléaires ou je ne sais quoi, etc. Bon, ça c'est voilà. Après, ce que se propose de faire le transhumanisme, c'est de rompre le lien du soin, où le médecin est au service du rétablissement de la santé du patient, pour proposer quelque chose qui dépasse la nature humaine. Donc, c'est l'exemple moi que je cite très très souvent. Dans les années qui viennent, on va voir de plus en plus souvent des prothèses biomécaniques ou des procédés issus du génie génétique ou de je ne sais quel procédé. À la limite, ça ne nous concerne pas. Mais on va voir des personnes qui étaient handicapées, qui étaient diminuées, rétablies dans leur intégrité, voire dépasser la nature humaine. Donc c'est le cas, par exemple, ça veut tout et rien dire, ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est archétypal, c'est pas absolu. Mais dans la mesure où une personne qui était aveugle, à qui on implante un œil biomécanique qui lui permet de récupérer la vue, comme on a un procédé qui est mécanique, on pourrait très bien envisager que le capteur puisse aller au-delà des fréquences électromagnétiques qui sont accessibles à l'œil humain, à la rétine, que la personne se mette à voir dans les infrarouges ou dans les ultraviolets, que cette personne ait accès à un zoom ou je ne sais quoi. Enfin, bon. C'est-à-dire que tout d'un coup, la prothèse devient supérieure à l'œil biologique. Si ce n'est que dans le cas de cette personne, c'est que c'est réparatoire. Donc ça vient remplacer, donc c'est prosthétique, ça vient remplacer un organe qui était déficient. Le grand enjeu de la médecine, ça va être dans cet avenir de trouver une réponse éthique, donc qui correspondra à l'éthique du moment et de la société dans laquelle adviendra cet événement, à la question que immanquablement des gens viendront poser à ce médecin: je suis en bonne santé, mais je veux avoir les capacités que celui qui était diminué, celui qui était malade, celui qui était handicapé a acquis grâce à cette prothèse. Donc, dans la mesure où la médecine française, pour l'instant, dit primum non nocere, ça ne marche plus, parce que là, pour mettre un œil biomécanique, il faut amputer l'œil pour y mettre un autre qui est artificiel, qui sont de l'ordre de l'augmentation. Mais en tout cas, en aucun cas, ça répond à une déficience liée à la santé ou je ne sais quoi. Et en fait, le vrai enjeu, il est là. Le vrai enjeu, il est là. C'est quelle société va-t-on construire quand on va accepter de modifier son corps, de modifier donc le corps biologique et à
implicitement, on modifie aussi le corps social quand on va accepter de faire ces modifications sur des personnes qui n'ont pas de déficience, qui n'ont pas de déficit acquis ou inné, voilà. Et donc, ce qui veut dire, moi, j'ai pas de réponse, mais ce qui veut dire que la société dans laquelle adviendra ces événements devra trouver une réponse, et là, c'est pas gagné. Après, l'augmentation, c'est autre chose. Je pense que l'objectif d'augmentation, il prend quand même plusieurs formes. Je crois qu'on en parlera par la suite, parce que est-ce qu'un humain qui s'est fait amputer une deuxième jambe après un accident pour pouvoir rééquilibrer et puis qui se retrouve plus performant que les valides grâce à des prothèses en fibre de carbone, s'est-il augmenté? C'est la notion. Aurait-il dû rester bancal juste pour pouvoir dire qu'il ne s'est pas augmenté? C'est un peu une problématique que je me pose. C'est là que la morale et la philosophie interviennent. Et en réalité, il y a quelque chose à dire. Et en réalité, pour moi, ma pensée personnelle est que ce qui doit être fait doit être fait.